de dépollution de la baie de Hann qui est lancé. Le comité de pilotage du projet est en place. Il sera question de sensibiliser les populations et de sécuriser les infrastructures prévues dans le cadre de ce projet. Le grand format de ce samedi s'intéresse à l'exploitation de la banane en Casamance. La filière est en pleine phase de professionnalisation. L'État compte mettre en place une centrale d'achat pour accompagner les producteurs. Et puis le dossier Magal 2012, nous ferons connaissance avec Daré Kamil à Diourbel, Cheikh Abal Thioro Mbacké, frère cadet de Serigne Touba, mais aussi et surtout avec Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, l'actuel khalife général des Mourides. Tout de suite, pour démarrer, les traditionnels vœux de Nouvel An du chef de l'État. La traditionnelle cérémonie a eu lieu donc à la présidence de la République, plus précisément à la salle des banquets Khalisek. La cérémonie de présentation des vœux des corps constitués au président de la République est une tradition perpétuée au seuil de chaque Nouvel An. Ici, à la salle des banquets, toutes les institutions étaient présentes pour souhaiter à Maître Abdoulaye Wade et Madame leurs meilleurs vœux. Et le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président du Conseil économique et social ont été les premiers à passer devant le président de la République. Et ce sont les membres du bureau de l'Assemblée nationale, du gouvernement, les membres du bureau du Sénat et du Conseil économique et social qui ont suivi. La magistrature avec à sa tête le premier président de la Cour suprême, la médiature avec à sa tête le médiateur de la République, le corps diplomatique accrédité à Dakar, la chancellerie, les armées avec les officiers généraux et supérieurs, les universités avec à leur tête les recteurs, les chefs religieux et coutumiers, les anciens combattants étaient tous là pour formuler des vœux de Nouvel An au président de la République et à son épouse. À cela, il faut ajouter le Comité national olympique CNOS, la Croix-Rouge sénégalaise, le Conseil national de la jeunesse, le cabinet et le secrétariat général de la présidence de la République, le cabinet de la première dame, l'intendance et le protocole. Après tout cela, l'on s'est retrouvé ici à l'esplanade du Palais de la République pour ce cocktail. Autre cérémonie de présentation de vœux, celle de la gendarmerie. Et parmi les résolutions prises par ce corps d'élite pour 2012, il y a la prévention de proximité. Les responsables ont également fait le bilan des différentes activités en 2011. Exemple avec les crimes, sur les 172 constatés, 153 ont été résolus. Louis-Philippe Sagna. C'est un jour de joie. Toute la grande famille de la gendarmerie réunie pour se remémorer des événements de l'année écoulée. Un moment également de réflexion prospective sur l'avenir de l'institution. Toute une tradition respectée pour présenter au haut commandant les vœux les meilleurs. Les statistiques des activités du service au cours de l'année 2011 confirment la pertinence des choix ainsi opérés. 153 crimes résolus sur 172 constatés. 7007 délits résolus sur 7310 constatés. 7914 personnes arrêtées et 5919 transferts effectués. Démantèlement de bandes organisées, spécialisées dans la cybercriminalité, dans le trafic de produits pharmaceutiques, d'armes et de faux monnayages. 5066 personnes en détresse secourues. Hommage aux camarades engagés pour le maintien de la paix. Une minute de silence pour saluer la mémoire du sous-officier tombé à Fignam en Casamance il y a 3 jours. Le discours du haut commandant ne pouvait mieux commencer. Mes pensées vont particulièrement à l'endroit de la famille du sous-officier tragiquement décédé il y a 3 jours dans la première attaque de la brigade d'Afignam et qui est en ce moment en train d'être enterré à Suel, sa terre natale. La prévention de proximité, l'assistance sociale et sanitaire figurent parmi les priorités de cette nouvelle année. Nos priorités pour 2012
12 se concentreront, comme cela a déjà été annoncé dans mon ordre du jour numéro 2, sur la formation du personnel, l'amélioration de notre réponse à l'insécurité, la consolidation de notre participation aux missions de maintien de la paix et la diversification de la coopération internationale. Cette cérémonie est organisée la veille du 20e anniversaire de l'Association nationale des gendarmes retraités, des anciens qui ont permis à ce corps d'élite de monter en puissance. Il faut noter que cette fête de famille est une occasion choisie pour honorer des frères d'armes et des civils pour service rendu. Le comité de pilotage du projet de dépollution de la baie de Han a été mis en place ce vendredi en présence du ministre de l'Urbanisme et de l'Assainissement. Ce comité réunit les parties prenantes à ce projet et à son suivi. Il a pour mission de sensibiliser les populations aux bonnes pratiques qui permettront de sécuriser et de pérenniser les infrastructures qui seront mises en place. Eric Nimadi. Des images désolantes, d'état d'immondice, le décor traduit le désarroi des populations riveraines. Autrefois considérée comme l'une des plus belles plages du monde, la baie de Han est aujourd'hui très sale. Ce spectacle, l'État compte en finir, mais le prix à payer est lourd. 30 milliards de francs CFA, en cofinancement du gouvernement et ses partenaires. La baie de Han et ses implications et ses enjeux font partie des éléments majeurs de la stratégie de l'AFD. On a ici une amélioration des conditions environnementales, sociales et sanitaires. On a également une amélioration en fait, de la capacité des entreprises à travailler et à produire. Dépolluer avec toutes les eaux industrielles à partir du port de Dakar, en traversant toutes les communes d'arrondissement, Dalifort, Mbao, et en faisant déjà un émissaire de 3 km qui va rejeter les eaux usées, traitées à partir de Mbao et rejetées à 3 km de la baie. Voilà un peu l'objectif que nous visons. Le projet est ambitieux et complexe. Il est destiné d'abord à dépolluer cette zone économique de la capitale, des travaux titanesques qui serviront aussi à assainir le village de Han et toute cette partie de Dakar. Nous avons le syndicat des industriels qui est partie prenante de ce projet parce que c'est pas moins d'environ 80 unités industrielles qui sont installées le long de la baie et qui rejetaient directement leurs effluents au niveau de la baie. Donc nous sommes obligés de discuter avec eux, de voir dans quelle mesure il faut participer à l'effort de réalisation de cet ouvrage et d'entretien de ces installations. Au total, 5 mairies et communes d'arrondissement et plus de 78 unités industrielles sont concernées. Le ministre de l'Assainissement se félicite de la mise en place du comité de pilotage. Toutefois, il en appelle à une implication de tous les acteurs pour une bonne exécution du projet. C'est un sujet sur lequel les maires de Dakar et de Pikine pourraient prendre des initiatives et discuter avec la région de Dakar en associant l'ensemble des communes d'arrondissement concernées ainsi que l'État. Ce serait l'occasion de mettre en place une nouvelle forme de gouvernance partagée entre les collectivités locales et l'État autour d'objectifs communs pour la réhabilitation du patrimoine national que constitue cette baie de Han. Le démarrage des travaux est prévu l'année prochaine. Mais d'ici là, le comité de pilotage travaillera à mettre en place des études d'impact environnemental et social et un plan de communication pour une meilleure appropriation du projet par les populations. Le ministre de l'Enseignement élémentaire, du moyen, secondaire et des langues nationales a procédé à l'inauguration de 1960 salles de classe construites dans le cadre de la première tranche du programme de construction scolaire accéléré et appelé Fast Track dans la même journée. Il a lancé la deuxième tranche de ce programme, c'était à Kayar. Le programme Fast Track, estimé à 81 millions de dollars, vise à mettre tous les enfants du Sénégal dans des écoles de qualité. Mortaledio. Coupure de ruban, remise des clés aux inspecteurs d'académie, les 1960 salles de classe et ouvrages annexes de la première tranche de l'initiative Fast Track viennent ainsi d'être symboliquement inaugurés ici à Bambey Serer. Je voudrais à mon tour féliciter et remercier l'ensemble des artisans de cette importante réalisation. En effet, mettre à l'école tous les enfants d'âge scolaire
garçons et filles, et les mettre dans d'excellentes conditions est une œuvre dédiée aux parents d'élèves du Sénégal que j'ai l'honneur de représenter ici. Ce programme consiste, comme je viens de dire, de 4360 salles de classe, de 840 blocs sanitaires, 840 points d'eau, 500 blocs administratifs, 150 murs de clôture, a été conçu en 2 tranches. La première tranche vient d'être exécutée par l'AGETIP. Et bien sûr, l'école Bambey 3, qui abrite aujourd'hui la cérémonie, est le site choisi pour inaugurer l'ensemble des ouvrages scolaires construits dans le cadre de cette première tranche. Cette première tranche qui comprend 1960 salles de classe, de 980 sont destinées à augmenter les capacités d'accueil des écoles existantes, 920 salles de classe pour remplacer des abris provisoires et 60 salles de classe construites dans le cadre des nouvelles écoles. Cette cérémonie qui a réuni toute la communauté éducative a été l'occasion pour les populations de Bambey Serer de mettre sur la table du ministre de l'Éducation une doléance qui leur tenait tant à cœur, l'ouverture d'un lycée dans leur terroir. Khalidou Diallo a accédé dardard à cette requête. Il a autorisé l'ouverture des classes de seconde dès lundi dans les locaux du collège de Bambey Serer. Le ministre de l'Éducation et sa suite se sont ensuite rendus à Kayar. Ici, il est question de lancer symboliquement les travaux de la deuxième tranche du Fast Track. 2010 salles et ouvrages annexes sont prévus dans cette phase. Cette école qui porte désormais le nom de Feu Masek Gueye, l'ancien député maire de la commune, fait partie des 1149 écoles qui bénéficient de ces ouvrages. C'est ici l'occasion pour moi de magnifier l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers qui, dans le cadre de ce partenariat mondial, nous soutiennent dans des initiatives que nous développons pour lever les différents obstacles qui se dressent sur le chemin. À Bambey comme à Kayar, les cérémonies se sont déroulées dans une bonne ambiance avec la participation de Mansané du groupe Waflash de Thiès. Les membres de la cellule d'appui à la mise en œuvre des projets et programmes ont fait face à la presse. C'était pour présenter la deuxième édition du prix Alpha de meilleure équipe de projets et de programmes. En plus de primer celle qui aura le mieux rempli les critères mis en place, ce prix vise la promotion de la qualité et de la performance pour un développement durable. Claire Diop. Une meilleure connaissance du prix Alpha par les Sénégalais, le sujet a été au cœur des échanges. L'exercice est un prétexte pour la cellule de porter les débats sur une question importante et complexe, la mise en œuvre des projets et programmes dans un contexte de gestion participative axé sur les résultats. Un outil pédagogique, mais surtout un instrument de plaidoyer pour une meilleure mise en œuvre des projets et programmes, en ce sens qu'il vise à porter à la connaissance du public des modèles de gestion réussis, non seulement par rapport au niveau de l'utilisation des ressources financières, mais également par rapport à la qualité. Le prix Alpha devrait également participer à faire de la sanction positive une réalité dans l'administration sénégalaise. La pratique n'est pas encore courante dans l'administration. Tout le processus qui allie approche participative et rigueur scientifique est encadré par un comité de pilotage et un comité scientifique qui regroupe des hommes et des femmes de valeur qui font autorité chacun dans son domaine. Ils nous viennent de l'administration, du secteur privé, de la société civile et du milieu académique. Pour cette deuxième édition, la CAP va encore primer les meilleurs projets et programmes de développement. Cela vise à favoriser une certaine émulation et rechercher la performance dans tous les secteurs d'activité. Après les réseaux des mères et des femmes de la semaine de l'amitié et de la fraternité, celui des gouverneurs a vu le jour à l'occasion de la 24e édition de la SAFRA. Le gouverneur Léopold Wade de Tambacounda a été porté à la tête de la structure sous-régionale. C'était au cours d'une rencontre qui a réuni les gouverneurs des 7 régions de la SAFRA. Les détails avec Maman Moussagna.
Les travaux ont duré toute une journée. Ils ont permis au gouverneur de l'espace Safra d'identifier les secteurs et activités que le réseau doit prendre en charge, de même que les institutions et structures techniques. Accompagnés des techniciens en charge des secteurs concernés par la coopération transfrontalière dans les 6 pays, les gouverneurs ont partagé sur les politiques de gestion et d'organisation dans différents domaines. Il s'agit notamment de la sécurité, de la santé, de la circulation des biens et services, des ressources naturelles. Une démarche qui a permis d'identifier les missions du réseau et de mettre en place les modalités de son fonctionnement. Le réseau des gouverneurs devra prendre en charge, dans le cadre de démarches concertées, la prévention et la gestion de tout conflit qui peut naître dans les relations entre les populations le long des frontières. Nouvellement élu coordonnateur du réseau pour un mandat d'1 an, le gouverneur de Tambacounda s'est fixé des priorités. Les priorités, c'est d'abord constituer un cadre de concertation pour la gestion des problèmes de la circulation des personnes et des biens, de santé, à raison des épidémies qu'on enregistre le long de la frontière. La Safra mérite le soutien actif des autorités politiques et administratives des pays de son espace. Dans cette dynamique, les gouverneurs ont décidé de jouer leur rôle. Les pays africains doivent se battre pour réussir l'intégration africaine, l'intégration économique, et aussi trouver les solutions qu'il faut pour éviter le maximum possible les conflits entre les pays. Les gouverneurs des 6 régions de la Safra et leurs collaborateurs ont renforcé la communication entre les différentes administrations à l'occasion pour un partage régulier des informations sous-régionales. Ils se sont donné rendez-vous lors de la prochaine Safra pour évaluer la première année de leur réseau. Quelques nouvelles de l'étranger, la Côte d'Ivoire, tout d'abord, et ce rebondissement dans l'enquête sur la mort de Guy-André Kiefer. Un corps a été retrouvé par les enquêteurs, mais rien n'indique pour l'instant qu'il s'agit des restes du journaliste, mais les supputations vont bon train. Retour de nuit à Abidjan. Le convoi arrive tout juste d'Issia, une localité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. À bord, des militaires ivoiriens, des gendarmes français et le juge d'instruction chargé de l'affaire Guy-André Kiefer. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert des restes humains à Issia. Et ce sont ces restes que nous allons convoyer jusqu'au 41 du mois. Voilà. Il y a le juge français qui est là, plus quelques éléments français, pas de gendarmes. Le juge français, c'est Patrick Ramael, que l'on aperçoit en béquille sur ces images. En déplacement en Côte d'Ivoire depuis le 2 janvier, le magistrat vient de découvrir un squelette qui pourrait être celui de Guy-André Kiefer. Une information confirmée par le frère du défunt, interrogé vendredi par nos confrères de France 3. Il semblerait que la personne qui a informé le juge a vu le corps au moment où il a été enterré à cet endroit-là. Il savait pas, c'était un blanc, il ne savait pas qui c'était, mais il l'a reconnu quelques jours après quand il a vu les photos de mon frère dans la presse. Un blanc enterré près d'une rivière. Le témoignage a été jugé fiable par le magistrat. Des tests ADN sont en cours. Ils établiront s'il s'agit bien du corps de Guy-André Kiefer, disparu à Abidjan en avril 2004. Le journaliste franco-canadien enquêtait sur la corruption en Côte d'Ivoire, notamment dans la filière cacao. Le jour de sa disparition, il avait rendez-vous avec le beau-frère de Simone Gbagbo, la femme de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. En France, l'enquête s'est rapidement orientée vers le clan Gbagbo. Depuis quelques mois, l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara semble avoir facilité l'investigation. Si l'expertise ADN confirme les soupçons du juge, l'enquête devra déterminer les auteurs et les commanditaires de l'enlèvement de Guy-André Kiefer et son éventuel assassinat. Aux États-Unis, le taux de chômage a connu une baisse. Une bonne nouvelle pour le président Barack Obama. En pleine campagne de réélection, il marque là un bon point. Sa réélection était en effet compromise par un certain nombre de contre-performances dans le domaine de l'emploi notamment. À Wall Street et partout aux États-Unis, on se réjouit des bons chiffres du marché du travail. L'économie américaine a créé 200 000 emplois en décembre, soit 2 fois plus qu'en novembre. Et le taux de chômage recule à 8,5%, son plus bas niveau depuis février 2009. L'industrie et les services se relèvent. Pour couronner le tout, la confiance des consommateurs progresse.
Autant de signaux qui confortent le redressement progressif de l'économie américaine, mais il est trop tôt pour y voir une accélération de la reprise. D'où les propos mesurés de Barack Obama. Beaucoup de familles et des petites entreprises connaissent encore des difficultés, mais nous commençons à rebondir. Nous allons dans la bonne direction, nous avons fait des progrès, ce n'est pas le moment de s'arrêter. Pour créer un cercle vertueux de croissance, comme l'appellent les économistes, et faire décoller la consommation, il faut des embauches massives et des hausses de salaire. D'autre part, alors que la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a confirmé le ralentissement de l'économie mondiale, la situation des États-Unis apparaît encore fragile. L'objectif d'Obama de descendre le taux de chômage sous la barre des 8% avant la fin de l'année reste donc très ambitieux. Retour au Sénégal, le chef de l'État a procédé ce samedi au lancement des travaux de construction de la phase 2 du projet Matam-Linguère. La réception de l'axe Linguère-Boula et le lancement des travaux Boula-Ourossogui ont été les deux principales étapes de cette cérémonie. Cette route distante de 216 km va participer au désenclavement de cette partie du Sénégal, Khalisek. Le caméraman fixe l'objectif de son appareil sur le hublot de l'hélicoptère de type Mi-17, à bord duquel se trouve le président de la République. Et cette vue aérienne sous forme de plongée donne un aperçu des travaux de construction de la route Linguère-Matam. Et nous avons là une matérialisation du désenclavement de la région nord, une priorité du gouvernement pour assurer la liaison permanente entre le nord-est et le reste du pays. Et ces travaux comprennent deux phases. La phase 1 Linguère-Boula, d'une distance de 120 km déjà réalisée, procure une satisfaction énorme aux populations. Ces populations qui expriment leur vive gratitude au président de la République. Il y a 5 ans, on faisait 5 heures de temps. Il y a combien d'élèves là-bas? Nous avons une centaine d'élèves. C'est bien, vous avez tout ce qu'il faut. Oui, dans l'ensemble, nous avons tout ce qu'il faut sur le plan pédagogique. Il y a combien de classes? Il y a 6 classes. Préparé jusqu'à la 6e. Non, c'est jusqu'au CM2. Oui, c'est jusqu'au CM2. Vraiment, nous, en tant qu'enseignants, il y a 3 ans, on faisait 6 heures entre Ranérou et Matam. Ranérou et Linguère. Maintenant, en 2 heures, on fait Ranérou et Linguère. Nous vous remercions. Comme il l'a si bien dit, on faisait 12 heures de temps pour relier Ranérou et Touba. Présentement, on fait 3 heures de temps. Et c'est l'axe Boula-Ourossogui qui constitue la phase 2, dont les travaux sont officiellement lancés par le président de la République. Maître Abdoulaye Wade donne ici des instructions. Les machines sont automatiquement mises en marche. Les moteurs tournent sous les applaudissements nourris du public. Des routes de qualité, des routes en enrobé dense sont une option du président de la République, une option qui inspire la CEDEAO avec ses normes. Ici, les spécificités et les caractéristiques de cette route ont été explicitées par l'AGEROUTE. Monsieur le Président, vous êtes là sur la première phase de la route Matam-Linguère. Comme vous le savez, compte tenu de la mise en place du financement, la route Matam-Linguère a été subdivisée en 2 phases. C'est la phase 1 aujourd'hui qui est en termes de finition, qui part de Linguère à Boula.
c'est là où vous aurez l'occasion de lancer les travaux de la phase 2. Pour ce qui concerne la première phase, je viens de vous présenter l'entreprise en charge des travaux, c'est le groupement d'entreprise Ouassintram. C'est des travaux qui sont sur 120 km, y compris la bretelle de Barkédi qui posait vraiment un problème de kilomètres depuis Linguère. À part de Linguère, c'est 120 km, c'est l'eau qui est là, en rose. Et nous s'arrêtons là à Boula, c'est là où on est. Alors sur ces 120 km aujourd'hui, il nous reste juste un bout de 7 km à revêtir. Donc d'ici la semaine prochaine, cette première phase sera achevée. Dans le cadre de ce programme d'aménagement, nous avons pris en compte aussi la traversée de Linguère qui va être reprise, plus l'assainissement, le volet éclairage et les trottoirs. Ça fait partie du programme de cette phase 1 dont vous venez de voir aujourd'hui les enrobés. En termes d'aménagement, c'est une route qui fait 7,50 m d'enrobé sur 5 cm et une plateforme de 1,50 m. C'est une route qu'on a faite suivant les normes de la CEDEAO, comme vous y tenez. Donc c'est une route aujourd'hui qui est aux normes de la CEDEAO. C'est le Sénégal qui a proposé à la CEDEAO les normes que vous appliquez aujourd'hui. Bien. C'est 96 km. Mais là aussi, compte tenu de la mise en place du financement, le tronçon a été divisé en 2 lots. Il y a un premier lot qui va être fait par CSE sur financement de la BIT, sur 55 km. Le lot 2, Patoki, Vorosogi, qui va être financé par le fonds cobécien, mais va être fait par l'entreprise marocaine qui est là aujourd'hui. Alors pour revenir à ce lot-là, il nous a coûté 30 milliards pour la phase 1. Parce que aussi, d'une manière spécifique, c'est une route qui a été faite en remblai pour tenir compte de l'assainissement. C'est une zone de vallée fossile, donc il fallait la traiter pour des qualités, éviter des submersions, des coupures, répondre. Nous avons aussi mis des banquettes latérales pour améliorer l'assainissement. Il y a eu environ 200 ouvrages d'assainissement qui ont été aussi exécutés dans le cadre de ce projet. C'est vrai que l'eau a été renchée. Monsieur le Président, ce qu'il faut dire ici, c'est que il y avait un gros problème avec les sociétés qui allaient utiliser les forages existants. Donc dans la deuxième tranche, ce que nous avons fait, c'est qu'on a exigé de faire des forages, que les entreprises fassent leur propre forage pour laisser ensuite les forages utilisés par les populations. Donc il y a des nouveaux forages qui sont construits dans la zone. Dans la zone, c'est très bien. Voilà. Et on gagne 170 km. Par rapport au fonctionnement, il y a les 3 ponts de Matam. Il y a les 3 ponts. Donner la totalité du... Voilà, Monsieur le Président, la route Matam-Linguère aujourd'hui, avec les 3 ponts, a coûté 65 milliards de Français. Sur les 65 milliards, il y a eu 4 entreprises qui vont intervenir. Dont la première, Ouassintram, qui est là. Tout à l'heure, vous verrez, CSE qui va faire un lot. Il y a Ouassintram qui va faire un 3e lot et le dernier lot va être fait par Kenin Chine, l'entreprise chinoise qui est spécialisée dans les ouvrages. Le président de la République qui a lancé les travaux de l'axe Boula-Ourossogui, après avoir réceptionné l'axe Linguère-Boula, a naturellement exprimé toute sa satisfaction. Je suis vraiment très satisfait de ce que je vois. Cette route d'importance capitale qui part de Linguère à Matam, qui était réclamée par les populations depuis au moins 50 ans, nous l'avons entreprise. Maintenant, les résultats sont là. 120 km déjà terminés de Linguère à Boulal et à peu près 95 km de Boulal à Matam. C'est très bien parce que c'est fait dans les qualités et les spécifications que j'ai toujours demandé pour les routes du Sénégal, c'est-à-dire enrobées denses. Donc je suis vraiment très satisfait. Le ministre d'État Karim Wade, en charge des infrastructures, a aussi à travers cette interview mis un accent particulier sur les instructions du chef de l'État et le programme de son département. Comme vous le savez, le président vient de réceptionner le premier tronçon entre Linguère et Boula qui fait 120 km et vient de lancer le deuxième tronçon qui fait à peu près 100 km. C'est un projet qui a été financé par le fonds cohécien, la Banque islamique et le budget de l'État du Sénégal. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, le président de la République est très satisfait parce que c'était une vieille doléance des populations et plus particulièrement de nos parents, de nos sœurs et frères immigrés qui, lorsqu'ils ont besoin de se rendre dans le nord du Sénégal, rencontrent énormément de difficultés. Ce tronçon va nous permettre de faire une économie à peu près de 150 km et gagner près de 4 heures de temps pour nous rendre de Dakar à Matam. Donc vraiment, le projet se déroule bien. Plusieurs entreprises
sont à pied d'œuvre. Donc comme vous le savez, ce projet comporte 2 tronçons, un premier tronçon entre Linguère et Boula et un deuxième tronçon entre Boula et Matam. Et à Matam, nous avons la construction des 3 ponts également qui vont permettre véritablement d'assurer une parfaite connectivité de Matam avec cette route. C'est un grand projet, c'est une doléance importante qui vient d'être satisfaite par le président de la République, et je voudrais vraiment féliciter d'abord toutes les populations du Djolof qui ont réservé un accueil sans précédent au président de la République, ainsi que toutes les populations de Matam. Également, je voudrais vraiment vous dire que le président nous a instruit d'accélérer le calendrier de mise en œuvre de ce projet, et notre objectif c'est de le terminer avant fin 2012 et que nous puissions utiliser ce tronçon qui vient rejoindre, je dirais, le patrimoine routier du Sénégal, mais c'est véritablement un joyau. Et nous avions là l'essentiel de cette cérémonie de lancement des travaux de construction de la phase 2 du projet Linguère-Matam, une distance de 216 km qui va participer au désenclavement de la zone nord-est. La 5e mission humanitaire des fondations Claros et Baraker à Dakar s'achève ce dimanche. Cette mission est composée de spécialistes en ORL et en ophtalmologie. Plusieurs patients des hôpitaux de Fann et de l'hôpital militaire de Ouakam ont pu bénéficier de soins gratuits. La délégation a été reçue ce samedi par Madame Viviane Wade. Le compte-rendu de Oumou Kalsomsal. C'est grâce à une coopération avec la Fondation Éducation Santé de la Première Dame que ces spécialistes espagnols en ophtalmologie et ORL séjournent à Dakar depuis lundi. Pendant ces quelques jours, ils ont pu soulager beaucoup de patients à l'hôpital Fann et à l'hôpital militaire de Ouakam. Le fait de rendre la vision à quelqu'un qui l'a perdu et qui croyait l'avoir perdu définitivement, en fait, on ne peut pas décrire le ressentiment que cela fait. Nous remercions la Fondation Éducation Santé, dirigée par Mme Viviane, la Fondation dirigée par Pedro Claros, pour l'organisation de cette 5e mission humanitaire. Enfin, nous leur souhaitons un bon retour dans leur foyer, un retour paisible, beaucoup plus d'Allah et beaucoup de santé, et qui reviennent, et vivement la 6e mission humanitaire. Les fondations Baraké et Claros œuvrent dans l'humanitaire. Cette mission à Dakar a été satisfaisante pour ses membres. On n'a fait que des enfants qui faisaient quelques années qu'ils ne pouvaient pas parler, ne pouvaient pas respirer pour la voie naturelle, qui portaient une canule de trachéostomie pour respirer à travers de la trachée. Après cette chirurgie, des formes immédiates, ils ont déjà commencé à parler et à respirer et à manger pour la voie naturelle. On a encore opéré plus de gens, on a opéré 110 cas de cataractes. Quelques-uns de ces personnes étaient complètement aveugles parce qu'il avait la cataracte blanche dans tous les 2 yeux. Et je crois qu'ils sont très contents parce que, comme mon fils aîné il a dit, la chose meilleure c'est de découvrir l'œil le jour après de la cataracte et voir la sourire des malades quand ils se rendent compte qu'ils peuvent voir une autre fois. Cette mission a été possible grâce à la Fondation Éducation Santé. Madame Viviane Wade n'a pas manqué de dire toute sa reconnaissance à ses bienfaiteurs. Ce qui me ravit de plus en plus, c'est de voir le bonheur avec lequel tous les membres de chaque fondation le font avec bonheur, avec joie. Et moi je dis toujours, quand on donne, on reçoit au centuple. Et c'est ce qui arrive. Cette 5e mission est bien finie, mais pas la collaboration. Les fondations Baraké et Claros comptent bien revenir l'année prochaine à Dakar, au grand bonheur de beaucoup de Sénégalais. Nous vous parlions hier dans notre édition du 20h du comité de suivi de la conférence des oulémas tenue à Dakar. Ce comité est chargé d'élaborer un plan d'exécution des recommandations de la conférence. Écoutons à ce propos le ministre des Affaires religieuses, Bamadiaï. Il s'agissait de faire le suivi donc de ces 2 conférences et d'importantes décisions ont été prises durant cette rencontre de Dakar. Il s'agit de la mise sur pied de 2 grandes